Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Il est 19 heures et on est mardi et c'est normal, c'est comme ça. C'est la Saint-Valentin et c'est un jour spécial. Donc c'est une invitation spéciale. Donc voilà, ça va être ce soir, c'est particulier. On va parler d'amour. Voilà, j'attends mon invité qui s'appelle Jérôme Oliveira. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais voir si Jérôme est dans le coin. Bonjour Virginie. Merci d'être présent. On va parler d'amour ce soir. Donc je pense que vous avez vu le titre, hein. C'est indiqué. Ce soir, je reçois un auteur, Jérôme. Je suis en train de le chercher, hein. Voilà, je l'invite. Il n'a pas l'habitude beaucoup de faire des lives, donc voilà, ça va être une grande première. Ah bon, il y avait longtemps pour toi, Virginie. Ben, moi, je suis là tous les jeudis. Bonsoir, Cracotte66. Bonne Saint-Valentin à tous. Bonne fête de l'amour. Bonne célébration de cet amour pour vous aussi. J'attends que Jérôme se connecte. Je ne sais pas s'il est dans le coin, mais c'est pas grave, je vais l'attendre. Je vais redemander. Bon, j'ai pas parlé toute seule, hein. Je ne sais pas. Dites-moi s'il y a des trucs à me dire, à me demander. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien, j'imagine que oui. J'ai vu qu'il y avait une petite annonce micro-coupure. Ouais, sans Valentin, bah oui, bah c'est comme ça. Moi, pareil, il y a pas de Valentin, mais il y a pas de Valentin, il n'y a pas de Valentine, mais c'est pas grave. Le Valentin, il est en soi, hein, c'est ça qui est important aussi. C'est l'amour de soi. C'est ce qu'on va discuter, j'imagine, ce soir. Ça s'appelle Burning Love, son livre. Donc voilà, on est aussi sur le feu de l'amour de soi aussi et de. Ah ben voilà, le voilà, Jérôme. Coucou. Et donc voilà, on va parler de tout ça. On n'est pas obligé d'être accompagné pour vivre l'amour, hein. C'est quand même important. Bah oui, c'est bien sûr que c'est vrai. Ouais, Valentine, c'est soi-même, mais le Valentin aussi, on a des parties masculines et féminines, donc c'est ok. On peut checker les deux, hein, quel que soit notre sexe du reste, hein. C'est pas en ces termes-là. Normalement, Jérôme, tu as dû voir l'invitation arriver, tu dois cliquer pour dire OK. Voilà, te voilà. Alors, il faudrait que tu tournes ton téléphone dans le bon sens, qu'on puisse te voir ton Ouais. visage. En fait, il ne veut pas se retourner avant la Te scène. voilà. Si, si, ça y est, il C'est me voit bon. bien. Il faut lui donner du temps, tu vois. Ouais, je crois. Ouais, Il est plus lent que moi. ouais. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, Bonjour Jérôme. Nathalie. Bonsoir. Tu as une bonne connexion? Tu as l'impression, tu es au bout du monde peut-être. J'ai une mauvaise connexion? L'image, elle est assez lointaine, elle est assez coupée. Je sais pas, c'est peut-être moi, hein. Est-ce que tu me vois bien, toi? Moi, je te vois parfaitement et en fait, je suis encore au bureau Ah, ok. et normalement, j'ai une très bonne connexion. Ok. Eh ben, dites-nous si vous voyez, parce que moi, je te vois hyper flou et hyper loin. Dites-nous si c'est juste moi et de ma connexion à Jérôme, ou si tout le monde voit la même chose que moi. À la fois, je ne saurais pas quoi faire. Bah ouais, je crois que ce sera comme ça, hein. C'est pas très grave. Tu sais, Et sinon, ça fait hyper saccadé. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Mais ouais, flou aussi. Bon, bah ça va, tu vois, ça me rassure. Merci Virginie. C'est, alors moi, ça me rassure pas du tout. bah écoute, tu reverras la vidéo, tu diras, ah ouais, d'accord, ok. Bah oui, en fait, moi, je suis nette, enfin, de ce que je vois. Mais toi, tu me vois nette, donc c'est ça qui est étrange. Mais le retour, toi, par contre, ton retour dans ton téléphone, tu te vois parfaitement net. Ouais, absolument. Mais on entend, oui, bah effectivement, c'est l'essentiel, tu vois. Ça va être un podcast ce soir. Oh non. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, Euh, si on veut te voir, on ira te voir sur d'autres réseaux. On mettra une image à côté, tu sais. Ah oui, il y a des problèmes de connexion. ok. Ouais, écoute. Enfin, ouais, je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas quoi faire parce que.
quand on est dans des endroits comme Euh, ça, on peut maîtriser non plus, tu vois. Est-ce que l'autre solution que je te Ouais, propose, c'est que je rentre chez moi et je me connecte de chez moi. ok. Et on fait ça dans 30 minutes. 30 minutes. Donc, il faut que je raccroche et que je dise à tout le monde bye bye. Mais toi, ça va pas te pourrir ta soirée, 30 minutes de retard? Mais non, mais tu rigoles, ça me fait vachement plaisir. Ok, alors on fait ça. Bah, je dis au revoir à tout le monde et puis Ok, on se retrouve dans 30 minutes alors. Ok? entendu. À tout de Ouais. suite. Salut Jérôme, à tout de suite. Merci. Et désolé pour tout le monde, je vais raccrocher et on se retrouve tout à l'heure. On va laisser Jérôme rentrer chez lui cool et comme ça on le verra en fait. Voilà. À tout de suite. Allez, bonne... Oh, salut Géraldine. Bisous. On se retrouve tous dans une demi-heure. Jérôme rentre chez lui et il va se connecter à une Wi-Fi qui est correcte en fait, hein. Ce sera plus confortable pour tout le monde. Allez, c'est reparti. C'est de mon côté maintenant que ça dysfonctionne. Il y a une micro-coupure. Bon, c'est comme ça. J'espère que vous serez là. Alors, vous avez sûrement vos petites soirées d'amour, mais bon, c'est cool de revenir. Merci beaucoup. Donc, je vais inviter. Voilà, ça y est, t'as compris le truc, super. Bonsoir Véro. Et bonne Saint-Valentin à tous. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui regarderont. Ah, bah voilà, quand même. Rien à voir. C'est mieux? Ah, bah oui, t'as pas eu le temps de regarder. Non, j'ai pas eu le temps, j'étais dans Ok. le métro. Ouais, bah c'est pour ça que je l'ai gardé aussi. Du coup, je vais la monter tout à l'heure avec les deux. Mais il y a une sacrée différence, tu vois. Bonsoir. Bon, Bonsoir bonsoir. Du coup, Nathalie. tu es très loin, donc je me recule un petit peu parce que je veux pas non plus être trop. Je peux m'avancer également. Euh, Comme tu veux, voilà. la France, Bonsoir. on s'est bien rencontrés. Ouais, c'est cool. Bonsoir Boris, bonsoir Céline, bonsoir les amis, bonsoir ceux que je ne connais pas et qui sont gentils d'être là. Bonsoir Pierre. Je sais pas si toi tu vois des amis parce que tu n'es pas familier des lives. Tu vois comment ça se passe, hein. Ouais, je Hein. découvre. Tout à Voilà. fait. Donc si tu veux, tu peux faire des petits coucous, tu peux rediscuter avec tes potes, tu peux m'interrompre et dire bonjour, voilà. Et tu peux En aussi tout cas, baisser les commentaires si ça te gêne parce que, mais normalement, moi je crois que je suis en haut pour toi. ouais, Voilà, c'est moi qui suis entre guillemets un peu gênée parce que les écritures arrivent sur ton visage, d'accord. mais bon, c'est pas très grave, j'ai l'habitude, donc voilà. Eh ben Bonsoir écoute, Nathalie. bonsoir, bonsoir et merci beaucoup Jérôme d'avoir accepté cette invitation et je suis très contente. Voilà, on va pouvoir partager ton savoir-faire, tes connaissances et ce que tu as partagé dans ton livre entre autres. Merci mille fois Nathalie de cette invitation. Ce qu'il y a de dingue, c'est que il y a quelques jours encore, on ne se connaissait pas et Oui, ça allait très très vite. Et puis quand on s'est posé la question quant à savoir quand faire un live ensemble, parce que vraiment d'instinct, on a voulu faire un live ensemble, ça nous repoussait au mois de mai. Et le c'est ça. mois de mai, mais il peut se passer tellement de choses dans nos vies, et en tout cas dans la mienne, je sais que c'est très chargé. Et le 14 de la Saint-Valentin, ça s'est C'est imposé pas- à nous comme une évidence. Donc voilà, c'est vous êtes clair. tous et toutes nos Saint-Valentin, nos Valentines, Exactement. nos Valentines. On est très amoureux ce soir. Tout va bien. Hein, on est en amour tout le temps, c'est ce que je disais. Voilà, pour ceux qui vont regarder ce live demain, après-demain, dans une semaine ou en replay. Voilà, l'amour, c'est tous les jours. On est OK, hein. Absolument, absolument. Alors, je suis d'autant plus touchée que tu connais les fleurs de bac, hein. C'est pas un secret de Polichinelle. Tu m'as confié que tu les connaissais depuis de nombreuses années. Je connais les fleurs de bac parce que je connais bien mes émotions, dans le sens où j'y ai été confronté, mais très jeune, à des émotions violentes suite à une crise d'adolescence qui était assez dure, difficile à vivre pour moi. Et, euh, et puis j'ai eu la chance de rencontrer le yoga très jeune, quand j'étais adolescent. Et si bien que le yoga m'a accompagné toute ma vie. Et je sais même pas combien de décennies ça fait, mais en tout cas, je pratique le yoga, la méditation. Et dès lors, j'ai voulu comprendre en fait à la fois comment cette source, à travers la respiration, à travers la conscience, à travers le corps, pouvait nous apaiser, et en même temps, d'où quelle était l'origine en fait de toute cette brutalité d'émotions que je pouvais vivre. Et chemin faisant, à travers mes lectures qui étaient peu nombreuses à l'époque, dans le sens où il y avait très peu d'offres, il n'existait pas de marché du bien-être, par exemple, j'ai découvert très tôt les fleurs de bac. Et effectivement, ça a été
un soutien pour moi. Et j'ai découvert tout au long de ma carrière que finalement, je le retrouvais sur le bureau de certaines personnes, voilà, de façon très inattendue. Et c'est un peu un refuge, un secret, quelque chose qui nous accompagne et une douceur sur laquelle on peut compter quand on en a besoin. Donc oui, ça a fait partie de ma vie très tôt, comme le yoga, la méditation et toutes les lectures de livres de spiritualité que j'ai pu découvrir. Bah, je te remercie pour cette intro magnifique, je trouve d'une grande justesse et d'une grande délicatesse pour parler de tes émotions et de Fleur de Bac. On est en plein dans le sujet, donc je trouve ça très chouette d'être aussi authentique et sincère, tu vois, avec nous. Et tu as eu l'occasion de lire le livre de Bach, justement, La guérison par les fleurs, enfin la traduction en français ou même en anglais, Hylotl. Je ne sais pas si tu as eu. Je l'ai lu, je sais plus dans quelle version, très Ouais, honnêtement, parce ok, que ok. il y a très longtemps. Mais oui, oui, je l'ai lu, oui, bien sûr. Ouais, ok. Voilà. Bon, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est d'une richesse et il y a quelque chose de très précieux dans les fleurs de Bach. Déjà, la manière dont elles sont, j'allais dire apprivoisées, en tout cas cultivées, nourries, et puis également élaborées. Et puis la manière aussi dont on les reçoit est finalement très précieuse. Et ce qu'il y a de dingue, c'est à quel point c'est agissant sur nous-mêmes, quoi. Alors, reste une interrogation, est-ce qu'elles agissent parce qu'on en a l'intention, qu'on le sait et que c'est un refuge, euh, ou, ou bien est-ce qu'elles agiraient de la même façon, euh, même si on était complètement ignorant de l'histoire et du pouvoir des fleurs de bac? Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question et s'il y a des études scientifiques qui ont été menées là-dessus. Alors, il y en a, mais qui ne sont pas validés par la science parce que les études scientifiques, tu sais que c'est hyper codifié et que c'est vraiment randomisé en double aveugle sur un échantillonnage de 1000 personnes entre 15 et 22 ans dans un contexte, etc. Enfin bon, bref, c'est impossible de tester, Ce par qui n'est pas exemple. impossible en soi. La raison pour laquelle c'est impossible, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent pour financer cela. On est C'est d'accord. Et après, comment quantifier la nostalgie? Alors, le manque de confiance en soi, pourquoi pas? Tu vois, la peur, par exemple, on va prendre un échantillonnage de gens, tu vois, qui prennent l'avion, ce serait envisageable, tu vois. Mais après, c'est toujours l'espèce de combat un peu, j'allais dire un peu délétère parce que finalement, ça sert à rien. Et comme tu le dis très justement, c'est quelque chose que l'on va expérimenter et qui va agir sur nous avec une grande délicatesse, une grande finesse. Et pour répondre à ta question, j'ai plusieurs réponses. Il y a déjà, ça fonctionne sur les animaux. Je parle souvent de l'effet placebo, mais de l'effet nocebo également. Tu vois, quand on prend un médicament, quelle que soit la chose, l'effet nocebo a aussi son action et on a plus tendance à mettre la lumière sur l'effet placebo que l'effet nocebo. Et l'effet nocebo, vraiment, c'est intéressant de s'y intéresser parce que inconsciemment, on le pratique sans le savoir. Et puis, quand tu manges des carottes, tu n'as pas forcément l'intention du bêta-carotène et elle va faire son job, la carotte, tu vois. Je suis aussi pragmatique que ça et pour une fleur de bac, c'est ce que j'ai ressenti la première fois il y a 25 ans quand j'ai pris ma première fleur. J'ai été, donc c'était Centauri, qui est la fleur de l'affirmation de soi quand on n'est pas en mesure de savoir mettre des limites, de poser des limites et de dire non, tu vois, et de vouloir toujours faire plaisir aux autres et faire passer les autres avant soi. Eh bien, j'ai capté à l'intérieur de vraiment de ma chair, de ma cellule, de mon état de conscience, mais qui n'était pas du tout intellectuel. Hein, c'est a posteriori quand je me suis vue agir, j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir été touchée par une forme de, alors, je sais pas, moi j'appelle ça la grâce, mais bon, la grâce, on y met un peu ce qu'on veut dedans, mais d'une hyper conscience que les fleurs, la nature était là vraiment pour nous porter, nous aider, et que les fleurs ont toujours existé en fait. Hein. Bach n'a fait que reconnaître en elles ses vertus émotionnelles. Il en a sélectionné 38 parmi de nombreux autres, mais il a laissé ses travaux, il n'a pas laissé que celle-ci. Enfin bon, tu vois, il a tout brûlé pour pas qu'il y ait de pataquès autour de ses recherches. Mais les fleurs, elles sont là et elles font leur taf en fait. Et Mhm. quand on est dans cet esprit-là, qu'on soit conscient ou pas, de toute façon, elles font leur job. Alors, elles font leur job et est-ce que moi, Nathalie, ou moi, Jérôme, est-ce que j'ai conscience de me voir avec un plan différent? Est-ce que Mhm. je suis dans le déni en disant oui, mais bon, je pratique du yoga, donc c'est ça qui m'a aidé. Mais oui, peut-être, évidemment, sûrement,
très probablement. Et en même temps, il y a une part aussi de soi qui peut aussi avoir bougé, dont on n'a pas toujours conscience, parce qu'elles agissent à un degré d'une telle subtilité que si on n'a pas cette perception-là, tu vois, eh bien, on peut passer à côté aussi de cette progression et de remettre à ça sur autre chose, tu vois, en disant, bah oui, j'ai bu un bon verre de vin, j'ai fumé un petit pétard ou j'ai rigolé avec mes potes et du coup, c'est ça qui m'a fait prendre conscience. Oui, peut-être, mais pas que, en fait. Bon, j'exagère un peu, mais tu vois, c'est pour te dire qu'il y a plusieurs réponses et puis encore une fois, ça marche sur les animaux, sur les enfants, les bébés qui n'ont pas la parole ou la conscience de cet état de, tu vois, hein, d'intellectualisme, quoi. Bon, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Jérôme. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, alors que tu parlais du yoga, mais tu l'enseignes également, tu le pratiques et tu dispenses des cours également, c'est ça? C'est pas mon activité principale, Oui. mais effectivement, j'ai fait l'école française de yoga comme une continuité de tout simplement de ce que je vivais, pour approfondir, pour essayer de comprendre aussi ce qui se passait en moi. Et euh, et puis j'ai jamais imaginé enseigner le yoga, et ça s'est imposé à moi lors de la marche de Charlie Hebdo, où j'ai une amie qui m'a proposé tout simplement de lui donner des cours et de donner des cours, et voilà, et ça s'est fait très spontanément et très naturellement comme ça. Donc je donne un cours par semaine le dimanche, mais c'est pas du tout mon activité principale, de très loin, même si je dois dire que c'est l'activité majeure de toute ma vie. C'est le fil rouge de toute ma vie, c'est le fil conducteur de toute ma vie. Parce que à la fois le yoga m'a permis de me déconstruire, de d'enlever finalement tout ce que j'imaginais être moi-même, que ce soit de l'ordre de l'affirmation de soi en tant que personnalité, mais également de toutes les choses qui ont pu être transmises d'un point de vue familial, social, culturel, enfin, et du coup que l'on croit être soi. Et il y a un moment donné, devenant adulte, on a besoin de s'affranchir de tout cela pour finalement construire quelque chose qui nous appartienne et qui soit en résonance avec nos désirs. Et prendre conscience de ces désirs, de la force du désir, pouvoir les faire vivre, eh bien, ça a été, après la déconstruction du yoga, une construction majeure. Et que je parlais tout à l'heure des livres de spiritualité que je pouvais lire quand j'étais adolescent. Principalement, à l'époque, ils résidaient dans une collection qui s'appelle Aventures secrètes. Ce sont les petits livres rouges publiés chez J'ai lu, où figurent notamment Rampa, le troisième œil, La prophétie des Andes de James Redfield, le livre des coïncidences de Deepak Chopra, mais également Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, enfin des, des petits livres du genre qui ont à peine marqué leur époque et créé une révolution internationale à la fin des années 90. Et révolutionner nos bibliothèques aussi, hein, parce que Ouais, et changer la couleur de nos c'est clair. bibliothèques. Et, euh, et à l'époque, jamais j'aurais pu imaginer devenir l'éditeur de ces livres. Et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans et demi, où on est venu me chercher et on m'a proposé cette mission d'accompagner ces livres et de devenir éditeur. Et c'est ainsi que je suis devenu éditeur chez J'ai lu depuis 2 ans et demi. Et avant cela, j'ai travaillé pendant 15 ans sur des projets télévisuels, principalement documentaires ou de magazines télé. J'ai créé une société de production qui s'appelle, elle est toujours en vie, qui s'appelle My Whole Project, visant à produire des projets qui petit à petit se sont affirmés comme étant holistiques. Et, euh, et toute mon idée ensuite fut de rassembler à la fois cette recherche intérieure à travers mon corps, à travers mes sensations, à travers mes désirs, à travers mes émotions, et puis aussi cette quête de l'autre, parce que quand j'étais jeune, et encore quelques fois maintenant, bien trop souvent, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre les autres. Euh, et tant j'ai du mal à comprendre les réactions, les attitudes, ce qui se passe dans la tête, pourquoi ça ne se passe pas, pourquoi certaines choses s'imposent comme des évidences à moi-même et pas pour les autres. Euh, et toutes ces questions restaient sans réponse. Et
Et donc, il a fallu un jour pour moi rassembler tout ça. Et je voulais produire des documentaires télé sur le bien-être et la spiritualité. Et le tout premier projet documentaire était sur Deepak Chopra. Et, euh, et c'est un projet qui a jamais pu voir le jour pour l'instant. Tout simplement parce qu'à l'époque, les décideurs de chaîne ne voyaient pas du tout, L'intérêt, ouais. ni l'intérêt, ni le potentiel, ils comprenaient rien en fait. Ils comprenaient vraiment rien. Ils ouvraient des grands yeux et c'était quelque chose de dingo. À l'époque, c'est encore le cas. Hein. Par rapport aux pays limitrophes en Europe, il n'y a rien en télé concernant ces sujets, ou peu ou prou, pas grand-chose. Euh, Heureusement qu'il y a des plateformes de diffusion un peu plus audacieuses, quoi. Aujourd'hui, prendre le relais et offrir aux Français une autre source finalement de rencontres avec des personnalités, des auteurs et des sujets. Et puis, et donc j'ai eu l'idée en fait d'inviter Deepak Chopra et de le faire connaître au public français à travers une conférence. Et ça a été la toute première conférence pour le grand public dans un théâtre parisien sur le bien-être. C'était Euh, quand, Jérôme? C'était il y a 10 ans. D'accord. Et c'était au Grand Rex. Et ça a été un énorme succès. Et par la suite, il y a eu énormément de conférences qui ont vu le jour. Et il y en a encore plein d'autres qui arrivent. Et, euh, et je travaille là-dessus actuellement avec des auteurs que j'aime de tout mon cœur et qui, je l'espère, vont illuminer le cœur des Français et élever l'âme. C'est cool. Et du coup, tu es un dénicheur, un détecteur de personnalités, de parcours exceptionnels et qui sont donc forcément, entre guillemets, outre-Atlantique parce que toi, tu es bilingue, c'est ça? Tu as une double culture aussi par rapport à cette... J'ai pas une double culture, mais j'ai fait des études en Angleterre, j'ai travaillé aux États-Unis du coup, oui, c'était relativement accessible et facile entre guillemets pour moi, autant que ça puisse l'être pour un Européen français que personne connaît. Hein. Mais voilà, je me suis accompli, affirmé. Et puis non, mais en fait, surtout, je crois que ça rejoint le thème de la journée, le thème de la soirée. Euh, j'ai créé des liens de confiance. Et ces liens de confiance, je crois, c'est à travers l'autre le fondement et le cœur même, ce qui fait vibrer l'amour. C'est un lien d'amour. Et donc, je crois que avec toutes ces personnalités, j'ai tissé des liens d'amour. C'est magnifique. Mm. Tu crois ou t'en es sûr? Bah, c'est ce que je ressens en tout cas. Je le ressens comme ça, je le visualise comme ça, je l'ai formulé avec certains auteurs, certaines personnalités, certains artistes de cette façon. Euh, mais par pudeur, je ne l'ai pas fait avec tout le monde. Oui, oui, non, mais après, c'est un ressenti. Et donc, ce Mm. ressenti, il a le droit d'exister et tu as le droit de l'exprimer aussi. Mm. Tu as un fan club, tu le sais, ça, quand même, Jérôme. Tu veux que je te lise quelques mots ou pas, D'accord. avant de poursuivre? Alors, attends, il faut que je remonte un peu tout. Bon, il y a des bonjours, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des yeux avec des petits cœurs et des petits comme ça. Qui Moi vient de aussi, je l'œil suis comme ça. photernicien, naturopathe. Euh, Ensuite, parce que je le fais parce que je sais que tu n'as pas l'habitude, donc je m'autorise à le faire. Hein. Tu as plein de petits cœurs d'amour de Wergileb, quelque chose comme ça. Je vois pas très bien. Et ensuite, je crois qu'il y a quelqu'un qui était intervenu à propos des livres. Mm. Excellent. Je parlais de cela justement aujourd'hui même. Je crois que c'était au moment quand tu parlais de l'importance du yoga. Donc ça c'est Atanaya qui te dit ça et ensuite je fais le sous-titre, hein, c'est pas très grave. Et en plus il y a quelqu'un qui te dit donc pour aller plus loin le livre des esprits par Alan Kardec. Je sais pas si tu as vu défiler tout ça. Non, 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 mais qui figure dans la collection Aventure secrète. Je sais pas je crois qu'il est plus forcément publié, mais en tout cas, oui, il était dans la collection que j'ai lu, ouais. On Mm. les retrouve chez les bouquinistes ou chez les Ouais, revendeurs de absolument. bouquins comme ça, c'est Absolument. parfait. Il faut aller dans ces petites boutiques-là, il y a des perles, il y a des pépites. Moi, j'ai retrouvé des trucs des années 70, Mm.
traduit de je ne sais qui, mais américain, c'est des perles où tout est dedans déjà, hein. Mm. Vraiment. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, on imagine la France comme étant le lieu de la rationalité, de l'intellectualisme, et où justement toute pointe d'irrationalité ou de choses invisibles, tout simplement, puisque l'amour est une chose invisible. Tous ces éléments irrationnels, en fait, ne seraient pas français. Mais ce qui est faux, en fait, la France est un berceau de, des mystiques, du mysticisme, notamment au XIXe siècle, notamment avec Allan Kardec, mais ce fut également porté. Alors c'est marrant parce que j'ai lu aujourd'hui, appartient aux éditions Flammarion, mais et, Flammarion a écrit plein de livres, par exemple sur le monde des esprits, sur la médiumnité. Ok, génial. Donc ouais, c'est très étonnant. En réalité, la France était un berceau de toutes ces thématiques. Je pense à Allan Kardec, effectivement. Et donc, tu es Il a auteur. intégré au Père-Lachaise et il paraîtrait que c'est la tombe, c'est pas Jimmy Morrison, mais c'est la tombe la plus visitée au Père-Lachaise est Allan Kardec, est celle d'Allan Kardec, ouais. Mm. J'ai eu cette information aussi, ça m'a beaucoup surpris, Mm. mais en même temps, pas plus que ça. On est tous en Mm. recherche, donc ça peut paraître logique aussi. Ouais. Après, Jim Morrison, peut-être qu'il est à côté d'Alan aussi, il va lui demander quelques consultes. Tu sais, en pleine nuit, il peut se passer plein de trucs. Donc toi, tu as écrit plusieurs bouquins, Jérôme, c'est ça, hein? Ouais. Sur le thème de mon cœur, de ma vie, sur l'amour. J'ai écrit un premier livre qui est sorti durant le confinement. J'imaginais pas en l'écrivant que j'allais devenir à mon tour éditeur à l'époque. Donc je me suis pas publié et je me publierai jamais. Mais parce que c'était un exercice très difficile d'être auteur et d'être éditeur à la fois, parce qu'il faut défendre, porter un livre. Et, euh, et, et j'admire ceux qui le font, qui sont à la fois auteurs et éditeurs, mais en réalité c'est un exercice très complexe, humainement complexe. Sinon les auteurs n'auraient pas besoin d'éditeurs. Et, euh, et puis j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Brûlant d'amour, suffit-il d'aimer et d'être aimé pour être heureux. Et c'est un essai introspectif, un essai méditatif, agissant en soi, à travers toutes mes sensations, mes rencontres, mes ressentis, mes analyses, mes questionnements au sujet de l'amour, avec cette interrogation qui me portait, à savoir pourquoi cette chose la plus simple, la plus naturelle, la plus évidente, qui s'impose quasiment à tout le monde, à toutes les époques, dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les civilisations, l'amour. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu une chose si complexe à vivre, à plein d'égards? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi ça a toujours été une cause de souffrance? Mais pourquoi aujourd'hui c'est c'est presque devenu un mot tabou quelque part? L'amour, dans le sens où beaucoup de gens ont renoncé à l'amour. Et j'étais impressionné par ce constat et que l'on retrouve aussi dans la sexualité, parce que contrairement à ce qu'on imagine, malgré toutes les applications de rencontres et toutes les opportunités de se rencontrer plus facilement, malgré toute cette libéralisation de la sexualité qui s'est détabouisée sous toutes ses formes, contrairement à ce qu'on imagine, eh bien, on fait l'amour de moins en moins, y compris les jeunes. Euh, donc ça m'a intéressé, toutes ces questions, et j'ai essayé de comprendre pourquoi euh, cette chose la, finalement la plus forte, la plus belle, celle, l'amour qui nous rend plus vivants que la vie, et pourquoi aujourd'hui c'était si complexe, et jusqu'à chercher des éléments non seulement de réponse, mais pouvoir le vivre autrement. Mais vu que c'était un essai introspectif, j'ai voulu après, et c'était à la demande des lecteurs, me tourner vers les lecteurs pour les amener finalement à considérer leur propre vie, leur propre parcours, leurs propres sensations, l'histoire de leur relation, en partant du point de départ jusqu'à aujourd'hui. Essayer en fait de les guider à travers un questionnement très introspectif, une réflexion personnelle très sérieuse et en même temps
qui peut être ludique dans le sens où ça peut être fait sur une serviette à la plage, euh, les inviter à vivre à travers un journal euh, pour faire leur point finalement sur l'amour et apprendre à se connaître et comprendre qui ils sont, d'où ils partent et où ils vont à travers l'amour. Et puis surtout en dressant une vision d'espoir, à savoir que donc ça c'est mon deuxième livre. Alors tu m'as demandé de le présenter parce que C'est un peu le je sujet quand même. Et il et vient de puis parce sortir en plus, qu'il vient donc de sortir la semaine dernière et c'est un cadeau. parce que tu ne l'as pas encore reçu, Non? mais le voici. Voilà, c'est Burning Love, le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes. Et je vous promets que ça marche. Et Bébé d'amour, hein. Mais c'est parfait. On va voilà, tous c'est aller ça. le lire, c'est clair. Et le pratiquer, en fait, c'est vraiment c'est conçu comme vraiment une réflexion. Enfin, c'est très dense, Mhm. mais c'est vraiment conçu comme des questions, en fait, pour vivre cela comme un livre thérapie au sujet de l'amour. C'est un Et espace de réflexion où on va prendre du temps pour soi et pour se exactement, laisser porter aussi sur nos émotions et essayer de relever exactement. ce défi le plus complexe de la vie en fait, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais qui est aussi la promesse du bonheur ultime. Ça, Bien j'en suis sûr. convaincu. Il y a pas d'autre source C'est le de. chemin, Oui, c'est ça. C'est le chemin. C'est à la fois le chemin et la vision que l'on peut avoir du chemin à complètement. travers ce chemin. Et, euh, et c'est nécessairement l'amour, l'amour qui passe par le champ personnel et amoureux pour la plupart des gens, mais pas nécessairement. Bien sûr. Il peut tout à fait se vivre individuellement, personnellement, et je crois que c'est un très bon point de départ en vrai. Mais qu'il soit en couple, quels que soient les couples, que l'on soit célibataire ou que l'on soit en rupture, et, euh, et je pense que le chagrin d'amour est aussi très très propice à cette réflexion personnelle. C'est vraiment le moment en fait de comprendre qui on est et comment on fonctionne, parce que parce qu'au moment du chagrin d'amour, on fait souvent le triste constat, soit que on a répété un mécanisme, on attire le même type de gens, le même genre d'obstacles, le même genre de situation, euh, et on est dans des scénarios comme ça qui se répètent. Comment en sortir? Pourquoi ça se répète? C'est pas le fruit du hasard, c'est pas une malédiction. Euh, il y a des choses en fait très inconscientes qui sont à l'œuvre et j'essaie d'amener justement tout le monde à travers ce livre à prendre conscience de ces mécanismes pour que finalement, tout seul, à deux, à plusieurs, on puisse vivre l'amour tel qu'il se présente à travers nos sensations, par l'appel de la vie, tout simplement. Merci beaucoup pour ce gros pitch qui donne vraiment envie parce que ouais, ouais, j'en parlais avec un ami l'autre soir et on se disait que en fait comment dire, moi je lui disais que pour moi c'était même les chagrins d'amour et même les belles rencontres, hein, parce qu'il y a, je trouve qu'on apprend à vivre de cet organe et le regarder sous différents aspects finalement. Tu vois, Mmh. dans ces périodes de recherche, de quête, d'abandon, de déception, de douleur, de joie ultime, et ben en fait tout est parfaitement orchestré et tout est d'une mécanique et d'un rouage sublime finalement. Et même dans la douleur, hein, pourtant ça pourrait paraître insupportable comme propos, hein, parce que je sais que ce soir, il y en a qui vont traverser des périodes plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles. Je me souviens de ma fille qui s'est fait larguer un 14 février par son petit copain. Elle avait, tu vois, adolescente. C'est des moments vraiment propices aussi à se dire des choses importantes aussi, hein. Mmh. Mais je crois que ce qui est important, c'est de se rendre compte à quel point il y a une forme de continuité qui nous permet d'être en paix de plus en plus, même dans la douleur en fait. On transcende toujours toutes ces périodes de nos vies pour être au proche de cette, enfin à mon sens, hein, de cette gratitude et de cette humilité aussi face à cette immensité de l'amour et qui est tellement multifacette. C'est un truc de fou quand même, hein. Mmh. Comment Ah, on mais est c'est ça qui capable est de revivre perpétuellement cet amour, mais sous différents aspects. Je trouve ça juste c'est fantastique. ça, parce qu'il n'y a certainement pas que l'amour amoureux.
Bien sûr. L'amour est le premier lien d'amour. Pour moi, c'est l'amour de la vie, ce qui nous pousse à vivre. Et ça fait appel à un instinct et une sensation très très forte qui fait qu'on a le goût de vivre. Euh, et de la même façon, par extension, on va le vivre de façon un peu plus personnelle avec nos entourages, avec à travers la création, l'installation de ces premiers liens d'attachement avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les grands-parents, avec la famille. Et ça, ce sont des liens d'amour qui vont nous permettre euh, de, de créer en nous le goût des autres aussi. Et ce qui va nous permettre plus tard d'être curieux du monde, d'aller à la rencontre du monde, de pouvoir traverser la vie, les continents et les tribus pour aller rencontrer les différences. Euh, et ça, c'est fondamental, je crois, parce que c'est un élément, à travers cet élan de vie qui nous pousse à cela, c'est un élan d'amour. Et finalement, le lien d'amour que l'on ressent le moins, c'est peut-être l'amour de soi, l'amour pour soi, l'amour en soi, juste en soi. Et ça, pour le ressentir, alors j'ai eu cette chance, j'en ai presque honte, mais j'ai pas manqué d'amour. Enfin, j'ai eu cette chance d'avoir beaucoup d'amour dans ma vie depuis mon plus jeune âge. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu de chagrin d'amour ou de rupture. Ça n'a rien à Ai voir. vécu, j'en ai vécu de très violents, euh, mais, euh, mais j'ai vraiment eu cette chance de traverser une vie débordante d'amour et d'affection et d'aimer les autres. Et, euh, et l'amour, sous une forme peut-être plus subtile, mais je crois même ultime, s'est présenté à moi à travers l'extase. Alors voilà un autre mot tabou après celui de l'amour, c'est le mot extase. C'est un mot C'est un qui si joli mot à prononcer en plus, c'est hein? tellement beau, alors que lorsqu'on parle d'extase aujourd'hui, déjà on en emploie peu, mais soit on fait référence à des drogues, soit on fait référence à l'orgasme, Ah oui. alors que l'extase n'a absolument rien à voir. Bah, Euh, ça peut être l'orgasme des cellules, hein, Jérôme, hein. c'est ça. Tu vois? Alors, on peut atteindre l'extase à travers l'orgasme, mais s'il s'arrête à la fin de l'orgasme, Dommage. c'est pas nécessairement l'extase. Euh, Au contraire, l'extase, c'est quelque chose qui s'installe, qui dure et surtout qui est inconditionnel. Parce qu'inconditionné, on peut favoriser l'émergence de l'extase. Euh, et moi, je l'ai vécu de façon un peu sauvage, un peu accidentelle. J'étais très jeune, euh, j'étais adolescent et c'est très rare en réalité de vivre l'extase à ce moment-là. Et je et alors mon premier livre s'appelle Brûlant d'amour et mon deuxième Burning Love, mais c'est hyper relié à la brûlure. Mais parce que j'ai une histoire à travers la brûlure très très forte dans le sens où j'ai été brûlé au visage quand j'avais 9 ans et j'ai perdu totalement mon visage. J'ai été une momie, j'ai eu des opérations quand j'avais 18 ans pour Faire des greffes. qui ont reconstitué mon visage. Et, euh, et donc, j'ai une claire idée en termes sensoriels de la brûlure qui continue de brûler, euh, même quand il n'y a plus de feu, même quand il n'y a plus de brûlure. Ça continue d'être actif. Et ça continue d'être actif en moi, par exemple, quand il fait très froid ou qu'il fait très chaud. Je continue de ressentir ça. Et Est-ce que c'est contigu et permanent ou c'est vraiment par période? Est-ce que c'est relié à une émotion aussi ou c'est vraiment de toute façon latent depuis tes 9 ans? Enfin, ou depuis les opérations? alors, je le ressens plus comme avant. Avant, c'était un état de latence. Aujourd'hui, c'est vraiment lié à des températures. Ok. Mais et donc j'ai associé ce chagrin d'amour. Je vais revenir à l'extase, mais j'ai associé ce chagrin d'amour à des brûlures d'amour, euh, dans le sens où ce truc à l'intérieur qui nous oppresse, qui nous serre, qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de manger, qui nous empêche de vivre, et qui est très proche, paraît-il. C'est un neuroscientifique qui en parlait de ce qui se passe au niveau des neurones
À ce moment-là, c'est très proche d'un état de dépendance et de sevrage d'une personne qui est en dépendance d'héroïne. Ok. Sauf que la personne qui est dépendante de drogue sait pourquoi elle est dans cet état par rapport à sa dépendance. Une personne qui vit un chagrin d'amour ne fait pas forcément le lien entre ce qui se passe dans son corps et tout ça. En tout cas, ce truc-là très très violent qui dure jour et nuit, qui s'installe, les jours se passent, les mois se passent, les années parfois se passent, et c'est la même intensité. C'est très proche de la brûlure physique. Et c'est une émotion très particulière, voilà, c'est pour ça que je l'ai associé à cela. Et en même temps, il y a un autre feu d'amour que moi j'ai vécu un peu plus tard, donc après mon accident, quand j'avais 13 ans, et c'était peut-être lié au yoga, probablement, parce que le yoga m'a permis d'atteindre un état d'apaisement, de paix intérieure, de favoriser cela, et je pense qu'il y a un lien. Tout simplement de ressentir dans mon cœur d'abord un point, une lumière dans mon cœur, très forte, très intense, dans la région du cœur, pas dans l'organe qui bat, mais dans la région, dans l'espace du cœur, et de sentir ce point s'ouvrir et se déchirer dans mon corps, et envahir tout mon corps, se dilater, et faire en sorte que je puisse vivre une expansion de cette chaleur et de cette lumière d'amour. Et là, c'était vraiment un amour qui n'avait rien de personnel, qui n'était pas relié à l'autre, qui n'était pas relié à mon entourage, qui n'était pas relié à ce que je vivais, qui n'était pas relié à moi, mais qui était un amour du lien que l'on peut avoir avec la vie dans le plus grand de ses mystères, dans la force de la vie. J'étais en contact à ce moment-là avec cette force de vie. Et donc voilà, donc l'analogie avec le feu, l'amour, l'extase, c'est des choses très importantes pour moi parce que j'en ai fait l'expérience à tous les niveaux, enfin je crois, à la fois physique et beaucoup plus subtil. Mm. Bah écoute, merci beaucoup, c'est magnifique comme partage. Mm. Merci à toi et cette extase, ce qui est détonnant, c'est qu'aujourd'hui on n'en parle pas comme si c'était hors de notre portée. Et c'est très intéressant parce que l'étymologie de l'extase peut signifier hors de notre portée, hors d'atteinte, Ok. comme si c'était inaccessible. Mais ça peut avoir un autre sens et les deux sont compatibles, à savoir nous transporter au-delà, au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre état, au-delà de tout ce qu'on peut vivre. Et Et je trouve cette dimension hyper intéressante parce que collectivement aujourd'hui, l'extase, vu qu'on n'en parle même plus, serait un état inaccessible. Mais pour plein de gens, individuellement, qui le vivent, ça les transporte au-delà de, du continuum de notre vie. Il y a Anne qui dit si, si, on en parle. Super, Anna. Et je fais le lien, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que ce sont ces états aussi que tu peux retrouver dans le cadre du yoga également? Exactement. Ces moments Exactement. de... Ok. Ouais, exactement. À travers le yoga, enfin, j'ai une très longue pratique, hein, quand je pratique le yoga, euh, enfin, j'ai toujours mon prof je suis, c'est 3 heures de yoga à chaque fois par semaine d'affilée, tu vois, c'est des séances de 3 heures. Donc ça me met dans des états très profonds. Et effectivement, ça m'amène sur ce chemin d'extase à chaque fois. Je pense que c'est très relié à, aussi à la paix intérieure que l'on peut ressentir, au fait que notre système nerveux se calme Complètement. et que qu'on est dans un état différent qui favorise cela. Mhm. Et, euh, et pour moi, c'est un état d'amour absolu à ce moment-là. Il est, il est conditionné par rien et je peux le vivre euh, de façon autonome chaque soir, par exemple, quand je me couche ou et, euh, et lorsque je me concentre sur ma respiration, par exemple. Oui. Euh, alors, je ne vais pas le vivre en période de stress, quand je suis fortement stressé.
parce que voilà, j'ai quelque chose à faire au boulot et j'y arrive pas. Mais en revanche, voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne. Ouais. C'est vraiment une ressource pour moi énorme et d'avoir apprivoisé cela, d'avoir vécu cette expérience qui était un peu pétrifiante en même temps. Après coup, quand j'étais jeune, ça m'a permis de l'apprivoiser et de pouvoir l'approfondir euh, tout au long de ma vie. Il y a Innerlight qui demande peux-tu nous donner la définition de l'extase, Jérôme? Après, il Moi, y a je... une autre question dans une boîte à questions. Je la dirai après, hein. J'oublie pas. Ok. L'extase, je pense qu'il faut se référer à l'étymologie parce que ça veut rien dire d'autre que cela. Donc c'est exactement ce que je venais d'expliquer. Je ne sais pas si on m'a entendu ou si cet internaute nous a rejoint, mais c'est cet état qui est en dehors de nous-mêmes. C'est le fait de se transporter au-delà de notre état habituel. Comment définir déjà notre état habituel? Après, on verra celui de l'extase. L'état habituel, c'est finalement un état endormi, un état semi-conscient. On a l'impression d'être conscient. En réalité, on est des stimuli en puissance, on est en permanence réactif à tout, et on est programmé comme un ordinateur pour réagir de façon très prévisible à plein de choses. La vie est imprévisible, nous le sommes. Pardon, la vie est imprévisible, oui, mais nous sommes prévisibles, totalement prévisibles. C'est juste parce que on manque de conscience et je définirais la conscience comme étant cette capacité à voir finalement toutes les causes entraînant euh, tels effets. C'est-à-dire pouvoir anticiper finalement que chaque chose puisse entraîner telle conséquence. Et c'est ça, élever sa conscience. C'est simplement percevoir à la fois les causes et les effets avant même leur manifestation. Et, donc dans cet état de somnambule, en demi-sommeil complètement robotique, on ne peut pas vivre l'extase. On est simplement des systèmes nerveux qui sont appelés à réagir d'une façon qui nous semble parfois complexe, parfois irrationnelle, mais en réalité tout à fait prévisible. Il suffirait de mettre à plat notre histoire, il suffirait de mettre à plat tous nos liens et de comprendre qui nous sommes. Euh, de façon presque algorithmique, on pourrait tout avoir accès à, en fait, à cette information et pouvoir comprendre en fait comment on fonctionne. L'état d'extase est au-delà de ça. Justement, c'est cet état qui va nous arracher à notre condition de robot qui s'ignore ou qui se croit tout puissant et pour vivre justement un état complètement différent qui est conditionné par rien. C'est-à-dire, il est, il est là, en nous. Euh, on le vit au-delà de notre corps, dans notre corps, par notre corps, à travers notre conscience, mais au-delà de notre conscience, et qui se manifeste de façon absolue. C'est-à-dire quand on le goûte, on sait qu'on le goûte, parce que c'est absolument absolu, ça s'impose à nous d'une façon qui est au-delà de la dualité, qui est au-delà, puis surtout c'est une source d'amour lié au plaisir sans être lié au sentiment amoureux ou à la sexualité. Là, je parle vraiment de quelque chose de, de je peux pas dire plus profond parce que ça voudrait dire que la sexualité et le sentiment amoureux ne le sont pas. Et je pense que le contraire, je pense que justement le sentiment amoureux, lorsque très souvent les gens dans la spiritualité, quand on parle du sentiment amoureux, ils voient cela comme étant le petit amour entre guillemets ou quelque Oui, chose tout un à peu fait. méprisable ou quelque chose qui n'a rien à voir avec le grand tout. Je sais, enfin voilà, il y a beaucoup de vocabulaire autour de ça et d'expressions, mais moi je pense l'inverse. Je pense au contraire que le sentiment amoureux est, est une manifestation.
de cette extase, puisqu'il nous arrache complètement à qui nous sommes et à, à qui on pense être. Ça Oui, nous c'est donne ce que une j'allais dire. énergie Qui nous croyons incroyable. être, hein. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ça nous donne une énergie incroyable et puis ça nous met dans un état qui est au-delà de nous-mêmes. Et tout ça, en fait, ce sont exactement les attributs de l'extase. Et le seul truc, c'est que très vite, il y a des angoisses, des blessures, la peur de soi, la peur de l'autre, la volonté des désirs qui sont pas forcément pas toujours conscients, souvent reliés à des blessures qui vont se manifester et qui vont finalement venir filtrer euh, toutes ces, tout cet élan. Mais en réalité, ça appartient, pour moi, le sentiment amoureux, c'est la fenêtre sur l'extase. Je crois que tu as répondu à la question, hein. Donc, Alors, du coup, il y avait Cracotte qui dit bonsoir, quels sont les différents thèmes à aborder? Ah bah dommage, dans ce livre. Oh, bah, je crois que tu as répondu, mais alors, juste pour répondre plus précisément, oui. des choses auxquelles j'aurais pas répondu, ce qu'il y a dans ce livre, c'est vraiment toutes les étapes liées à l'amour. C'est vraiment un bilan à travers les relations amoureuses, que l'on soit célibataire, en couple ou pas, à travers toutes les étapes, c'est-à-dire la rencontre, le moment où on va dire je t'aime, le moment où éventuellement on va vouloir officialiser la relation, se mettre ensemble, euh, éventuellement aller beaucoup plus loin, ensuite dans la relation, jusqu'à la rupture amoureuse. Il y a vraiment toutes ces étapes, en fait, essayer de comprendre, de les comprendre et de comprendre comment on fonctionne à travers ces étapes. Qu'est-ce qui se manifeste à travers nous en termes de mécanique et puis essayer d'avoir une vue beaucoup plus globale en reprenant toutes les relations. Mais si on n'a jamais vécu de relation amoureuse, on peut très très bien malgré tout faire l'exercice parce qu'on peut le vivre à travers d'autres relations, que ce soit avec des gens qui nous entourent, des amis, notre entourage, des gens qu'on aime, tout simplement. Parce que ça va être la même mécanique qui est à l'œuvre. On n'est pas différent en réalité. C'est juste que en amour, c'est beaucoup plus intense parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont à l'œuvre en termes de d'intériorité et d'enjeux émotionnels. Mais en réalité, on est la même personne. Euh, et ces mêmes choses que l'on va vivre dans des situations compliquées en amour, on va pouvoir les répéter dans des situations critiques, par exemple avec son boss au travail, avec des collègues. Ça va être les mêmes mécaniques en réalité. Exactement, ce sont les mêmes mécanismes, hein, c'est la même C'est chose, ce ça. sont des copier-coller, hein. Exactement. Donc même si on n'est pas en couple, c'est intéressant de le comprendre et de C'est le vivre. exactement pareil. Ouais. Et puis à partir de toute cette matière qui est nous-mêmes, qui est vraiment l'essence de nous-mêmes, euh, essayer de comprendre la voie que on veut donner à sa vie à travers tout ça. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre en amour? Il y a beaucoup de gens en couple qui savent pas trop s'ils sont heureux, pas heureux en amour, et, euh, et, et qui n'ont pas de vision, si ce n'est la vision de quoi? C'est quoi? C'est finir ses jours ensemble pour être au bout du compte séparés par la mort. C'est attendre la retraite pour essayer se retrouver, mais on n'est pas sûr parce qu'on a déjà des vies compliquées individuellement, parfois multiples, amoureusement. Et comment tout ça va s'organiser, se combiner? Est-ce que c'est ça en fait? On est programmé pour vivre ça? Ou est-ce qu'on pourrait créer quelque chose? Est-ce qu'on pourrait être un peu plus créatif, intuitif, et puis surtout trouver une mécanique amoureuse? Parce que ça, c'est ça qui est génial dans la réinvention de l'amour, c'est que chaque personne, à chaque relation, on peut réinventer. On n'est pas obligé de se conformer à des moules amoureux ou des moules pornographiques pour vivre l'amour et la sexualité. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il y a de génial, c'est au contraire d'explorer de nouveaux territoires à deux et faire en sorte que ces territoires, on les ait jamais expérimentés, que ce soit une découverte pour l'un comme pour l'autre. Et, euh, et voilà, je, voilà, toutes les thématiques, j'ai essayé d'être précis. Et du coup, on peut même reprendre ce livre à plusieurs périodes de nos vies. Tu vois, Ouais, ça c'est peut être intéressant de l'écrire en bleu et puis de le reprendre 2, 3 ans après, de l'écrire en vert, en rose, en violet.
Et bon, il y a peut-être pas assez d'espace, mais ce que je veux dire, c'est que cette lecture-là, elle peut être une relecture, en fait. C'est pas quelque C'est chose ça. qui est forcément inscrit pour toujours. C'est Tout ça qui simplement est exactement, et tout simplement parce qu'on est vivant. Et vu qu'on est vivant, qu'on se laisse traverser par la vie, aussi, on prend conscience de certaines choses. Moi, déjà, j'ai l'impression d'être une personne complètement différente de celle que j'étais il y a un an. Donc, oui, dans 10 ans, j'espère bien être complètement différent. bah oui, on aspire. Et, Moi, j'aspire à ça aussi. et il suffit de se laisser traverser par la vie et de ne pas freiner le flux de la vie en soi et d'accepter d'être mené quelque part par la vie. Et ça fait ressortir aussi à travers chaque rencontre, chaque relation des choses qu'on ignore. Moi, j'ai découvert tellement de choses encore très récemment sur mon histoire, sur moi-même. Et on est porté par cela. Et heureusement qu'on a cela. Sinon, on serait quoi? C'est ce qui permet aussi d'aller vers l'amour beaucoup plus librement. Il y a Anne qui dit rien n'est permanent. Je suis absolument d'accord, mais dans cette impermanence, il y a des personnes qui se raccrochent à cette permanence aussi, parce qu'il y en a qui veulent pas non plus essayer d'aller au-delà de leurs propres limites. Et c'est bien aussi des fois de se provoquer aussi et d'être créatif par rapport à soi. Mm -mm. On pourrait se dire bon bah voilà, demain matin effectivement ce sera pas permanent, ça sera pas la même météo, mais je veux dire moi dans ce flot là je suis demandeuse de cette impermanence, c'est-à-dire je n'attends pas simplement que ce soit impermanent. Euh, Là, tu as dit quelque chose de super important en parlant de liberté. C'est que, effectivement, c'est aller vers l'amour en étant beaucoup plus libre, mais c'est aller tout simplement dans la vie de façon beaucoup plus libre. Et tout le monde aspire aujourd'hui à une forme de liberté. On veut plus, les peuples ne veulent plus qu'on leur impose des choses de façon autoritaire, venant du dessus. On voit ça aussi beaucoup en France. Et c'est le cas aussi dans les entreprises, dans la famille. On veut plus qu'on nous impose des choses. Mais ça ne signifie pas, donc il y a une aspiration à la liberté, mais ça ne signifie pas pour autant que nous sommes libres. Tant qu'on ne se connaît pas, et ce qui est génial, c'est qu'on n'a jamais fini de se connaître. mais oui. Mais tant qu'on ne se connaît pas, on n'accepte pas à la liberté. C'est impossible, impossible, parce qu'on n'est que dans la répétition de codes qui ne viennent pas de nous. Et en amour, Dieu sait qu'il y a des codes. Il y a Anne qui essaie de nous faire rigoler, qui dit oui, dans 10 ans, quelques rides de plus, je rigole. Ouais, mais bon, c'est quand même drôle de rigoler de ça. Hein, si ça se trouve, il n'y aura pas de rides dans 10 ans. Et il y a un autre commentaire, il y a une partie de nous, celle qui perçoit, qui ne change jamais. Et oui, ça revient à parler de cette extase, on pourrait parler peut-être. Hein. Et oui, on souffre et on est content que ce soit impermanent, exactement. Là, c'est une source d'espoir incroyable pour moi. J'ai deux sources d'espoir dans ma vie quand je vais pas bien. C'est que c'est qu'effectivement ça cessera, puisque toute chose cesse. Et tout est voué à se transformer. Mm. Et quand je vais encore un peu plus mal, ça m'arrive parfois, quand je suis en état de stress, euh, ou lorsque j'apprends des mauvaises nouvelles pour des gens que j'aime, euh, que ça me met dans un état émotionnel très fragile, que ce soit pour moi-même ou les gens qui me sont proches, la deuxième source d'espoir me dit que quoi qu'il arrive, absolument quoi qu'il arrive, tout se terminera bien, même si ça se termine mal. Et ça, cette pensée m'apaise énormément et me relie complètement à quelque chose lié à l'amour, de l'ordre du sentiment de l'amour. Je ressens l'amour à ce moment-là. Et c'est comme si je ressentais, c'est comme si c'était un pacte avec la vie, quelque part, à travers ces deux règles, ces deux principes de vie, absolus. C'est-à-dire que même dans les moments de désarroi, les moments les plus sombres où tu sens que tu vacilles émotionnellement parce que c'est trop chavirant, tu te reconnectes par exemple à cette extase dont tu as parlé, à ces connexions, à cette source d'amour.
tu arrives à le faire consciemment ou de toute façon, tu as cette connexion immédiate qui revient et qui te permet de te dire, de toute façon, tout passera et tout est lié à ça. J'arrive pas à le faire dans les moments de fort stress Oui, parce que je pense que c'est aussi important de ne pas les fuir. et ouais, c'est vrai. Euh, et du coup, faut- je veux, je cherche pas à résister à ça. Je, j'accepte de me laisser traverser par quelque chose que j'ai pas envie de vivre. Et la vie nous offre ça très régulièrement, parfois trop régulièrement, mais des choses qu'on n'a pas envie de vivre. On aimerait être ailleurs, on aimerait être quelqu'un d'autre. On n'a pas envie de vivre ça, d'affronter ça. Plein de gens vivent cela. Et on est tous voués à vivre ça Bien sûr. de multiples façons, plusieurs fois dans notre vie. Et, et je crois qu'il ne faut pas chercher à fuir cela. Parce que ça nous travaille, parce que ça nous traverse. Mais le simple fait de me dire, et d'être quelque part, que c'est voué à cesser d'une façon ou d'une autre, c'est accepter. C'est juste accepter. C'est un moyen pour moi d'accepter. En revanche, euh, non, lorsque je suis dans cet état, ce qui va pouvoir m'apaiser, et je vais pas nécessairement goûter à l'extase à ce moment-là, ça va être, en ce qui me concerne, c'est mon chemin, parce que c'est inscrit dans ma vie très jeune, mais ça va être le yoga, une séance très intense de yoga. Quand je dis intense de yoga, ça va être très longue, où je peux faire 6 heures de yoga. Et tu sens que du coup, ça a un impact sur ce bouleversement et qu'il peut être, même si dans la durée il reste, l'impact émotionnel est moins dense peut-être. Ouais, disons que ça permet à mon corps de se laisser traverser par cet état. Ouais. Et de faire en sorte que ça ne reste pas attaché à mon corps, mais faire en sorte que ça puisse circuler de façon libre et vivante en moi. Mmh. Euh, je veux absolument pas dire que le yoga est la solution au chagrin d'amour, parce que pour avoir vécu un chagrin d'amour et fait une séance de 6 heures de yoga ensuite, enfin le lendemain, euh, vraiment ça marche pas. Au contraire, ça a l'effet inverse même. C'est un effet amplificateur parce qu'on est encore plus relié à ses sensations et à ses émotions. Mais dans la durée, le yoga, lorsqu'on traverse une période de chagrin d'amour, en général, ça passe pas au bout d'une semaine, ou alors c'est pas un chagrin d'amour, mais là, ça a des effets très forts, très très forts, parce qu'on découvre d'autres aspects de soi, et c'est comme si la conscience de soi s'élargissait et faisait en sorte que, sans relativiser la blessure ou le chagrin, mais tout simplement faire en sorte que on soit plus vivant et à travers cet amour, même si on le vit pas comme on voudrait le vivre avec la personne qu'on aime à ce moment-là. Ouais. Et ça nous rapproche ça nous rapproche de la suivante aussi. Exactement, exactement. Qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas d'ailleurs. Bien C'est sûr. juste ainsi. Je n'avais pas prévu de me mettre au yoga, mais vu ce à quoi ça peut me faire accélérer, je vais accéder, pas accélérer. Oui, mais enfin bon, c'est un lapsus, ça peut être un accélérateur aussi. Je considère pas du tout que le yoga soit la solution à tout et pour tout le monde, hein. Il Mais s'agit de ça peut. quoi là? Ouais, ça a vraiment été. C'est un terrain d'exploration et de jeu dans ma vie qui est très très fort. Et, euh, et si cette personne, je sais pas quel est son nom, c'est Anne de tout à l'heure, c'est cela? Non, c'est comment? J'arrive pas à lire. Qui Casse. tu sois, qui tu sois, si tu t'es pas mis au yoga, le seul conseil que je te Ok. donnerais, c'est que de ne pas t'embêter avec les lignées de yoga, les écoles de yoga, les genres de yoga. Cherche le prof qui te correspond. Euh,
n'hésite pas à aller dans plusieurs cours pour essayer de découvrir ce qui te correspond à ce moment-là. Et deuxième indice, si le yoga est trop visuel ou acrobatique, continue de chercher. Oui, On a rendu le yoga très visuel à des fins marketing. En complètement. réalité, en réalité alors le corps est super important, les postures sont très importantes, mais l'état de yoga ne se joue absolument pas à ce moment-là. J'en parlais avec Deepak Chopra et Eddie Stern, qui est le prof de yoga avec qui il travaille, et c'est un prof d'Ashtanga Yoga. Pour le coup, je cite une lignée, mais parce que lui, il l'affirme, contrairement à moi, et il nous expliquait que les recherches scientifiques ont été menées à travers cela, sur l'état de yoga. Vous savez, dans les bons cours de yoga, on revient s'allonger après chaque posture. Il y a un temps de repos après chaque posture. Euh, et, euh, et en fait, au niveau physiologique, c'est-à-dire tout ce que l'on imagine qui est vrai des bienfaits du yoga sur le système nerveux, c'est-à-dire le système nerveux parasympathique qui augmente tandis que le système nerveux sympathique diminue, tout ce changement au niveau cardiovasculaire, au niveau neuronal, au niveau hormonal, tous les changements qui se produisent dans le corps au niveau physiologique ont lieu non pas durant les postures, mais dans ce temps de repos, où on est complètement immobile, où on se laisse aller. C'est à ce moment-là que sont déclenchés les bienfaits physiologiques du yoga. C'est super intéressant, non? Bien Alors sûr. c'est pour ça que quand je vois tous ces gens comme ça sur les réseaux sociaux qui montrent combien ils savent bien faire du yoga, en réalité sont à l'opposé de l'état du yoga, puisqu'ils ne vivent pas tous ces bienfaits. C'est intéressant. Et c'est un yogi qui vous parle. Est-ce qu'il y a d'autres partages que tu as envie d'offrir ce soir? Ce qui est déjà beaucoup, hein? Bah, j'ai adoré la rencontre avec vous tous. Vous êtes vraiment mes Valentines et mes Valentins de ce soir et, et puis je suis très très heureux et très touché de ce moment avec vous et j'espère de tout cœur qu'il y en aura plein d'autres et qu'on aura l'occasion de se rencontrer, de faire des choses ensemble, pourquoi pas des projets ensemble, tous ensemble, parce que c'est ça aussi les liens d'amour. C'est pouvoir euh, se transmettre les uns les autres, à la fois des ressources, qui nous sommes, notre vision, et, et être ensemble. Être ensemble. Bah écoute, Merci à vous. hâte de te rencontrer ensemble, hein, un one day à Paris. Il y a Anne qui nous remercie tous les deux, j'imagine que d'autres aussi. En tout cas, merci, merci pour ces moments hors du temps, d'une profonde sincérité et d'un niveau très palpable, on va dire. Merci mille fois à vous, je vous aime. Bonne Merci Saint-Valentin, beaucoup, bonne Jérôme. Saint-Valentin, bonne Merci. Saint-Valentin, bonne Saint-Valentin. Au revoir. Ouais, bonne Saint-Valentin, bonne soirée. Merci, Nathalie.